C'est un feuilleton à rebondissement, on en parle souvent, en tout cas on en parle ici sur le plateau de Télé Créole. Salim Moussadji continue son combat, on en parle dans Causement Réunionnais. Salim Moussadji, bonsoir. Bonsoir. Maître Nasser Zahir, bonsoir, vous êtes avocat, Bonsoir. donc l'avocat de Salim Moussadji. On va juste rappeler que ça fait quelques années maintenant que vous êtes dans un combat juridique. Ça va faire 12 ans. 12 ans, donc un gros conflit avec la Sogeco, les banques, toute une bande organisée, on va dire ça comme ça. D'accord. Et pour votre objectif à vous, c'est de récupérer ce qu'on vous a... D'être indemnisé, bon, ce sera juridiquement, comme ça tout a été verrouillé, ce sera difficile, mais essayer de sauver un peu les meubles et récupérer au moins un minimum d'indemnisation. On récupérera jamais tout ce qu'on a perdu, mais essayer au moins de récupérer, au moins de se sentir la tête haute, que la justice soit faite. D'accord. Aujourd'hui, maître, où en est l'affaire ? Alors je tenais à préciser qu'il y a Salim et son frère Yassine, hein, c'est les deux frères qui sont les clients. L'affaire en est après plusieurs cassations. Elle est devant la Cour d'appel de Paris. Ça a été délocalisé. Cour d'appel de Paris, l'audience est prévue... Alors, Cour de cassation, donc Cour d'appel de Paris, ouais. Sur quel... j'allais dire sur quel élément? Qu'est-ce qui est en cause? Alors, si vous voulez, au départ, pour l'instant, tout ce qui a été jugé, c'est la procédure d'arbitrage en elle-même. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient de l'expérience autour de l'arbitrage à La Réunion, et la Cour de cassation a considéré qu'il y avait eu des irrégularités, donc elle a sanctionné, mais sur la procédure. Et maintenant, elle a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris pour qu'elle se prononce sur le fond, c'est-à-dire la cession des parts sociales. Est-ce que ça s'est fait normalement? Est-ce que ça s'est fait anormalement? Est-ce qu'il y a un préjudice? Donc c'est vraiment le fond de l'affaire, et si la Cour d'appel nous suit, il y aura indemnisation, parce que lorsqu'on a cédé les parts sociales, elles avaient une certaine valeur, et aujourd'hui, elles n'en ont plus du tout. Donc là, ce que vous demandez, c'est le montant de l'indemnisation. Tout à fait. Parce qu'on a considéré, et le tribunal arbitral, hein, la première instance, avait reconnu que tout ce qui s'était passé était très irrégulier, très anormal. Ce qui est en jeu, donc, c'est que le tribunal dit qu'il faut indemniser donc, voilà. Vos deux clients. Voilà, parce qu'on aurait pu demander l'annulation en disant on s'est fait avoir, on a été floué, donc on demande l'annulation des parts sociales pour revenir en arrière. Mais comme toutes les boîtes ont été coulées... Comment vous avez fait votre choix au milieu de toutes ces décisions qui ont été prises, confirmées, infirmées, condamnées, pas condamnées? Quelle a été votre stratégie à ce moment-là? Alors, notre stratégie, au tout départ, c'était de dire que c'était plus qu'une arnaque commerciale, c'était un délit pénal, une escroquerie. On avait été carrément tombé dans un guet-apens, et donc notre première sursaut, ça a été d'aller vers le pénal. Malheureusement, le juge n'a pas voulu croire à cette entente entre la banque, la Sogecor et les cabinets d'expertise comptable, donc on a été rejeté. Et ensuite, pour des raisons malheureusement de mauvaise conduite de la procédure, c'était pas moi qui étais à l'époque l'avocat, eh bien cette voie pénale nous a été fermée. Donc nos espoirs qui étaient importants sur la voie pénale se sont effondrés, et il nous restait que la voie civile. Donc on est maintenant sur notre dernier recours, c'est la voie civile devant la Cour d'appel de Paris. Le fait de délocaliser cette affaire, ça doit permettre d'avoir une forme de plus grande impartialité? Sincèrement, c'est pas qu'on avait par principe une méfiance envers les juridictions réunionnaises. Elles se sont prononcées, des fois dans des sens inverses. Dans le même dossier, on a eu des décisions complètement contradictoires. Et on a eu en même temps une décision qui était complètement aberrante, c'est-à-dire qu'il y a eu un faux en écriture, hein, carrément une décision qui est un faux, qu'on a déféré à la Cour de cassation. Donc, pour plus de sérénité, et la Sogecor, on a été d'accord, on a décidé d'aller à Paris, où on aura des juges qui seront un peu plus distants par rapport aux enjeux locaux. Alors, vous avez l'impression quand même, quelque part, que la loi n'a pas été interprétée dans le bon sens, que les personnes qui étaient en charge d'appliquer la loi ne l'ont pas fait. Est-ce que c'est un délit de justice, ou bien, comme dans dans tout secteur d'activité, il y a ces gens qui, pour des raisons ou d'autres, ne font pas le travail pour lequel ils sont destinés? Sincèrement, c'est une affaire qui est assez extraordinaire au sens premier du terme.
On doit en être à plus de 60, 70 procédures. Je ne les compte plus tellement il y en a. On a à moins 4 cassations. C'est une procédure qui est vraiment extraordinaire en dehors du droit commun, donc on ne peut pas comparer avec d'autres affaires. Mais j'ai le sentiment, sincèrement, qu'on a laissé deux particuliers face à une grosse société, et le procureur aurait dû intervenir, à mon sens, parce que lorsque deux justiciables sont seuls face à une société qui peut se payer des avocats, qui peut se payer des expertises, qui met les frais d'avocat dans ses charges alors que ceux-ci se sont retrouvés au RSA, il y avait un combat inégal. Et on attendait de ce que les organes de la justice traditionnelle se disent, eh bien, je vais intervenir parce que lorsque quelqu'un est violemment spolié, eh bien, ça trouble l'ordre public. Malheureusement, nos appels n'ont pas été entendus et on se retrouve seul face à la Sogecor dans une procédure que plus personne ne maîtrise. Donc forcément, ça ne s'est pas passé de manière équilibrée. Et je pense, à mon sens, qu'il y a un déséquilibre. Pas encore un déni de justice, parce que les procédures sont encore en cours. Il faudra attendre la fin pour savoir si effectivement il y a un déni. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un déséquilibre qui est très difficile de compenser. Au-delà de votre expérience, puisque vous avez passé de longues années en métropole, c'est le même fonctionnement ailleurs qu'ici. La justice est très complexe. Il y a ce qu'on appelle ces réseaux qui aussi pèsent dans les décisions de justice, sur les décisions de justice. Sincèrement, je n'ai pas d'opinion arrêtée. J'ai vu des choses en métropole, dans des petites villes proches de Lyon, où on retrouvait un petit peu ce petit milieu, cette proximité avec des cabinets ou des juges qui avaient une certaine connivence. Et je ne l'ai pas retrouvé dans d'autres grandes villes. Mais tout ce qui touche à l'être humain amène un petit peu des dysfonctionnements quelquefois normaux. À La Réunion, il ne me semble pas que ça soit particulier par rapport à d'autres endroits que j'ai pu connaître. C'est-à-dire que c'est la médiatisation qui exacerbe c'est la matière, c'est-à-dire en matière de divorce, en matière de succession, des choses qui sont les choses courantes devant la justice, ça se passe plus ou moins bien parce que c'est rodé. Là, c'était une matière d'arbitrage. Il y avait peu de gens qui avaient de compétences en matière avocat ou juge en matière d'arbitrage. Donc c'était quelque chose de complètement nouveau. Je crois qu'il y avait l'affaire Moussadji et l'affaire de la Sphère avec EDF qui ont donné des arbitrages importants. Alors, juste rappeler que l'affaire de la Sphère, c'est donc Bruno Cohen, le patron de la Sphère, donc qui a donc poussé en procès EDF et qui a obtenu donc gain de cause. Il y a eu 13 millions, je crois. C'était une affaire importante en arbitrage. Donc il n'y avait pas beaucoup de recul à La Réunion sur ces questions-là. Et je pense que dès le départ, les Moussadjis sont tombés dans un piège qui était savamment orchestré. Quand on voit les clauses qui ont été mises dans les sessions, c'est-à-dire qu'on leur paye leur part sociale, mais on ne leur donne pas l'argent, on les met dans les sociétés dont on a pris le contrôle. Donc en fait, on ne paye pas le prix de cession. Ça, c'est complètement anormal et le tribunal arbitral l'a relevé. Donc il y a eu une succession de choses qui ont été bien pensées. Et c'est une sorte de traquenard dans lequel ils sont tombés. Et ensuite, eh bien, comme c'est l'arbitrage, on statue pas en droit. C'est-à-dire l'arbitre peut statuer en équité. Donc là, on se retrouve prisonnier d'un piège procédural dont il est très difficile de sortir. D'accord. Vous savez, Moussadji, ça fait 12 ans que cette affaire a commencé. Ça fait 12 ans que vous avez investi. Aujourd'hui, vous en êtes à combien au total, on a l'avocat procédure, avocat, on a chiffré avec mon frère, on est à plus de 700 000 euros. 700 000 euros. Oui. Vous avez obtenu un jugement vous a permis de recevoir un montant. Ils nous ont payé successivement après des condamnations. Ce qu'on a reçu d'une main, on l'a dépensé de l'autre. Sans compter qu'en 2009, on a remonté une société. On avait déjà été condamné. Pour vous montrer un peu les dysfonctionnements, le tribunal de commerce, juste après le litige, on les a assignés devant le tribunal de commerce pour demander l'annulation de la vente. Le tribunal de commerce se déclare incompétent justement à cause de la clause d'arbitrage insérée justement par Maître Arnaud, qu'on a fait condamner à Paris. Et donc il dit que la seule juridiction, ce sera un arbitrage. Donc on s'est retrouvé sans avocat à l'arbitrage, personne ne voulait le défendre, en plus c'est une matière nouvelle. Donc on a été condamné à 100 000 euros d'amende pour violation de la clause de non-concurrence par le tribunal arbitral. Et ils reviennent devant le tribunal de commerce. Et là, le tribunal de commerce, pour les beaux yeux de la Sogecor, se déclare compétente et nous interdit d'exercer avec nos noms dans les journaux, etc. Donc en 2012, on a un titre exécutoire de 1 million d'euros. Donc on fait saisir les comptes bancaires de la Sogecor. On a réussi à saisir environ 700 000 euros.
On a l'argent, donc c'est extraordinaire. On devait toucher les 700 000 euros. Donc sur ordre de Sogeco, la BR et la BNP refusent de lâcher les fonds et ressaisit le juge. D'un côté, la BA est condamnée à 6 000 euros d'amende, et de l'autre côté, pour le gros montant, la BNP, le juge soit statué. Or, c'est formellement interdit par la loi dans les procédures civiles d'exécution. Et on s'est retrouvé, non seulement la BA a violé la loi, a refusé de nous donner les fonds, mais ils nous ont remis à la porte une deuxième fois. Donc, avec une décision d'interdiction de travailler, on a été contraint de liquider une nouvelle fois nos sociétés. Donc, ils nous ont spoliés une première fois. Et quelques années plus tard, on remonte une boîte qui marchait bien. On est remis à la porte des banques. Donc, on voit vraiment les connivences entre la Sogeco et les milieux, les réseaux financiers. Donc, c'est une opération clairement de délinquance financière en col blanc. D'accord. Et aujourd'hui, quel est le sentiment après toute cette longue procédure qui n'est pas terminée? On a le sentiment que la Sogeco a fait ce qu'elle voulait ici devant la juridiction, c'était orchestré, et ils ont multiplié les procédures dans tous les sens. Il y avait même 1,3 million à la caisse de dépôt qui était consigné. Ils ont réussi à déconsigner les sommes, c'est extraordinaire. Donc il y a même la caisse de dépôt, des gros organismes, les banques, la caisse de dépôt, ils ont... Caisse de dépôt et de consignation. Voilà, ils ont... on voit, ils ont des connivences, des appuis pour pouvoir se permettre d'agir en toute impunité. C'est ce qu'on appelle des réseaux? Oui, c'est des réseaux. D'accord. Dont eux-mêmes, ils font partie, d'ailleurs. D'accord. Est-ce que, en marge de votre procédure, de cette affaire, est-ce que vous avez rencontré d'autres personnes qui sont dans votre même situation? Ah oui, on a une association, les Révoltés du 974, il y a beaucoup d'affaires. Tout le monde pointe du doigt la justice. Nous-mêmes, on voit même en métropole, ça... Malheureusement, comme on dit, selon que vous serez puissant ou misérable, la fontaine. Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Voilà, c'est un peu comme ça. Il y a pas forcément dans toutes les affaires, il y a aussi des bons magistrats. Moi-même, j'ai été relaxé à plusieurs reprises par l'ancien président du tribunal correctionnel, dont j'ai eu l'écoute. On a eu des bonnes décisions, mais je veux dire, dans l'ensemble, il y a quand même un problème à La Réunion. Pas tous les magistrats, parce que c'est pas toute la justice, mais il y a quand même des dysfonctionnements dans pas mal d'affaires. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour qu'il y ait plus ces dysfonctionnements, comme vous dites? Comment la justice doit-elle fonctionner? Est-ce qu'elle peut être totalement déconnectée des réseaux? Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que c'est la justice peut se déconnecter ou peuvent se déconnecter des réseaux pour qu'elle soit plus impartiale? C'est ça qu'il faudrait faire? Oui, mais je pense que oui. D'ailleurs, il y a même un ancien procureur, des anciens magistrats qui témoignent de plus en plus qu'il y a eu des dysfonctionnements au niveau judiciaire, etc. Donc, il faudrait que les juges jugent en toute impartialité. En toute impartialité, tout simplement. Maître Nasser Zahir, là, on sait que pour un avocat, et ça c'est une phrase de Bernard Tapie, il faut connaître le juge. Oui. Et ceux qui connaissent le droit et ceux qui connaissent les juges. C'est pareil pour les avocats, il faut avoir aussi, parce qu'on parle de réseau, il faut rester honnête jusqu'au bout. Un avocat a aussi ses relations avec les juges. Forcément. Moi, j'ai même arrivé d'avoir des relations amicales avec des magistrats et j'ai pourtant perdu mes dossiers devant eux. Donc, ils savent raison garder. Je pense que s'il y a des abus, ils sont vraiment très minoritaires. C'est pas les personnes qui sont en cause, c'est le fonctionnement. Dans une démocratie, le pouvoir doit avoir un contre-pouvoir. Et normalement, quand on n'a plus de contre-pouvoir, quand une cour d'appel ne joue pas son rôle régulateur, quand l'autorité administrative ne joue pas son rôle régulateur, eh bien, le pouvoir bascule d'un côté et il y a des excès. Donc c'est au-delà des personnes, c'est le système qu'il faut revoir et la magistrature est complètement d'accord. Quand les critiques qu'il y a eu sur la réforme de la justice, beaucoup de magistrats se sont levés pour dire que là, on est en train de faire une justice qui ne va pas être conforme aux standards internationaux. Donc eux-mêmes font le constat que ça ne fonctionne pas. Donc les Moussadji sont victimes parce que c'est une affaire qui est incroyable, mais ce constat, il est fait par les avocats, il est fait par les magistrats. Je pense qu'on enfonce un petit peu des portes ouvertes ici, parce que le constat, il est partagé par beaucoup de gens. L'exemple est peut-être caricatural, mais je vais prendre cet exemple. Un juge disait que lorsqu'un homme vole un magasin, un commerce ou une voiture, il se retrouve tout de suite en prison parce que la preuve est faite et que la procédure est rapide. Mais lorsqu'un homme politique détourne de l'argent,
il faut des procédures de 2 à 3 ans avant qu'il y ait un jugement. C'est ce système-là qu'il faut changer. Ce système-là, effectivement, il faut poser des garanties parce que sinon, il y a des dérives. Quand on voit la chambre correctionnelle à Paris, ce qu'on appelle les anciens flags, même avec la meilleure bonne volonté, quand on a 300 dossiers à gérer dans la soirée, je crois que c'est pas possible. Et ici, je pense qu'il faut repenser toutes ces affaires pénales parce que, effectivement, des gens qui vont arriver sans garantie de représentation vont être plus souvent en prison, alors que quelqu'un qui est bien installé dans la vie, il a des garanties de représentation et il n'ira pas en prison malgré que les faits qu'il a commis sont importants. Donc c'est vrai qu'il y a ce 2 poids 2 mesures que personne ne peut nier, mais je pense que pour ma pratique, les magistrats sont mesurés. C'est-à-dire sur une première affaire, la personne qui n'a pas d'antécédent judiciaire, elle ira très rarement en prison, sauf si les faits sont d'une extrême gravité. En revanche, si la personne s'inscrit dans une délinquance habituelle, à un moment donné, il faut stopper la personne pour son bien et puis pour protéger la société. Pour l'instant, de mon expérience de pénalisme, je suis un petit pénaliste. Ce que je vois, il n'y a pas beaucoup d'affaires qui m'ont choqué. J'aurais quelquefois pris les mêmes décisions que les juges. Mais je ne nie pas qu'il y a ici et là des dysfonctionnements importants. Alors, je vous pose à vous deux cette question à l'instar de l'affaire dans laquelle vous êtes en tant que client et en tant qu'avocat. Comment faire en sorte que, ne serait-ce que des certaines décisions qui ont été prises, des jugements, qui n'ont jamais été appliqués. Il y a ça aussi. Il y a les gens qui n'appliquent pas c'est pour ça que je dis, c'est pas seulement un problème de justice. On le voit, on voit les hommes politiques sont souvent relaxés dans les affaires d'abus de biens sociaux, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds. On voit que tout de suite, on essaye de commuer la peine en quelque chose de... Pas de prison ferme. Ouais. Voilà, pas de prison ferme. Comment faire que pour ces gens qui sont puissants, qui sont condamnés, mais qui n'exécutent pas la peine? Alors, c'est normalement, si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde en prison. Donc on a dépassé les normes maximales. Donc en vérité, les juges essayent de trouver des substituts à l'emprisonnement. Et on ne peut pas non plus écarter les gens puissants de ces règles parce qu'ils sont puissants. Je pense que ça doit être... tout le monde doit en bénéficier. Aujourd'hui, la politique, c'est de dire qu'il faut de moins en moins de personnes en prison, mais il y a quand même, avec la répression, de plus en plus de gens qui vont en prison. Je crois qu'aujourd'hui, il faudra une réforme législative qui soit importante et qui dise, pour tel ou tel fait, pas d'emprisonnement. Simplement directement des peines qui sont des peines alternatives. Sinon, dès qu'on laisse un petit peu une zone d'appréciation, eh bien, ça peut aller dans un sens ou dans un autre. Et je crois qu'on en est peut-être à 12 réformes de l'incarcération, parce que c'est la société qui est répressive aussi. Sacré débat, les peines planchées. La question, Saïm Moussagi, c'est les révoltés 974. Aujourd'hui, quelle va être la démarche, par exemple pour cette année? Quelles vont être vos actions? Comment vous allez vous faire entendre pour que la justice prenne conscience que vous êtes là et que vous souhaitez plus de justice pour les gens modestes? Je vais dire tout simplement que l'union fait la force, et on a vu par rapport aux Gilets jaunes, ça a fait quand même bouger les lignes, et ça a veillé aussi un peu les consciences au niveau de la population, parce que c'est ce que nous on dénonce depuis des années, aujourd'hui on avait du mal à se faire entendre, étant trop minoritaire, mais maintenant aujourd'hui les gens... Ce nous on dénonçait depuis des années, tout le monde a ouvert les yeux justement sur ces dérives. Donc on est en train de se greffer avec d'autres associations, d'autres milieux, pour pouvoir justement avoir dénoncer ensemble toutes ces dérives. Et il y en a, malheureusement, et on a de plus en plus d'adhérents d'ailleurs. Donc on va faire des mobilisations, on va faire des rassemblements. Et on essaiera toujours d'être pacifique, bien entendu, mais on peut que faire. Il faut qu'on continue à se battre. Ouais, continuer à se battre et continuer à justement à dénoncer, à porter à la connaissance de l'opinion publique justement l'existence de ces faits, de ces dérives. Et c'est en dénonçant, parce que dans le cadre de la Sogecan, si on serait resté au niveau un combat, nous contre eux, face aux juges, dans des salles fermées, personne ne connaît. Donc on se serait fait, je pense, enterrer depuis longtemps. Sauf qu'on a porté l'affaire un petit peu sur la place publique. Donc ça a créé un genre de contre-pouvoir. Ils ont quand même une réputation. Donc à un moment donné, ils ont essayé de me faire taire par le biais du tribunal correctionnel. Donc on voit bien, d'un côté, le tribunal correctionnel m'a relaxé à plusieurs reprises.
quand je dénonce dans l'opinion publique, et les mêmes faits, quand on me les met par écrit dans des plaintes au niveau judiciaire, il n'y a pas de suite. Donc on voit bien que même au niveau de la justice, il y a des bons magistrats qui veulent faire leur travail, il y a d'autres qui rongent carrément au placard certaines affaires. Parce que voilà, et on voit même que le PDG de la Sogecor, il officie depuis des années comme juge prud'homal, alors qu'il y a un ancien employé qui a été retrouvé pendu sur son lieu de travail à Sogecor pour une altercation. Normalement, après un des faits pareil, il aurait dû être écarté, mais il est toujours là. Donc on voit bien que... Ce n'est pas pour autant qu'il est responsable, même si on ne sait pas. Il ne faut pas aller vite en besogne. Faut pas aller vite en besogne. C'est des raccourcis qui malheureusement n'aident pas non plus dans la recherche de la vérité. Il y a pas de bien sûr, mais voilà. Faut pas faire ce genre de raccourcis, c'est pas une très bonne chose. Donc c'est aussi bien qu'on peut dénoncer son comportement, aussi bien qu'on doit quand même garder rester, surtout quand on est sur un média, faire attention à ce qu'on dit, parce que c'est parfois jeter l'opprobre sur quelqu'un qui n'a peut-être mais bon, fait quelque chose. Je veux dire qu'ils ont été condamnés pour escroquerie au jugement. Ça, c'est dans votre affaire, ça c'est clair. Dans votre affaire, là, je comprends, parce qu'il y a des décisions de justice. Mais pour le reste, même si on est sous les coups de la colère et de l'émotion... Ah non, mais c'est pas du tout... Ce sont des faits, comme il n'y a pas eu... Ce sont des faits, mais ce sont 1 plus 1... Mais il n'y a pas d'accusation. En justice, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Faut être prudent. Et je vais poser la question. Justement, le jeune Réunionnais qui est Saïd Mousadji, comment il voit l'avenir de la Réunion, de la justice à la Réunion? Moi, je peux vous dire que je suis assez sceptique par rapport à tout ce que nous on a vécu au fil des années. On a vu que tout ce qu'on est dénoncé, il y a quand même des vérités, il y a des jugements, des sentences arbitrales qui datent de 2008, qui étaient claires. Et malgré ça, la Sogecor a réussi quand même à chaque fois malgré qu'il y a des jugements qui disent clairement qu'ils ont vidé les stocks, qu'ils ont changé le logiciel, que ça caractérise la volonté de Sogecor de fausser, etc. Et que Maître Arnaud est condamné à Paris, ils sont toujours restés un peu dans une certaine impunité, ils ont jamais vraiment, mis à part quelques condamnations, ils ont pas... Vous êtes inquiet pour l'avenir? Inquiet, oui. On peut être inquiet. Sauf si les gens se mobilisent aujourd'hui ensemble et montent un peu au créneau, sinon ça va être difficile, ça va être compliqué. Maître Nasser Zahir, l'approche de la décision, ce serait pour quand à peu près? L'audience, sauf faire de ma part, c'est le 14 mai ou le 14 ou le 19 mai 14 mai. 14 mai, donc ensuite à un mois, franchement, fin juin, on aura décision. D'accord. Donc, on vous tiendra au courant, en tout cas, pour cette décision, puisqu'on suit cette affaire avec Saïd Mousadji et les avocats qui sont succédés également sur ce plateau. On aura l'occasion donc de voir un petit peu comment évolue cette affaire, parce que c'est une affaire peut-être quand même de 12 ans, et qui montre aussi que parfois, pour chercher la vérité, c'est un travail très très long. Merci Saïd Mousadji, merci à vous. Merci à vous. Nasser Zahir, merci à vous de nous avoir suivis.